Bonjour à tous, on va maintenant aborder le chapitre 2 qui est sur l'Égypte antique. Donc avant de commencer, faisons un petit aparté. Il faut savoir que le titre d'une œuvre nous donne le résumé d'une œuvre. Je m'explique. Par exemple, dernièrement, moi qui suis fan entre guillemets de cinéma, j'aime bien aller au cinéma, et donc il y a le film Bad Boy 3 qui est sorti. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont jamais parties voir Bad Boy, donc forcément, lorsqu'ils voient le titre, Bad Boy, nous savons, ça veut dire mauvais garçon, donc automatiquement, le film va parler de mauvais garçon. Prenons un deuxième exemple. Par exemple, le titre Dragon Ball. Tout le monde connaît le manga Dragon Ball. Nous savons que Dragon Ball veut dire boule de dragon. Donc nous savons automatiquement que le manga va nous parler de boule de dragon. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en réalité que tout mot a une définition. Tout mot a une définition. C'est-à-dire que la compréhension est égale à la définition. C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose, il faut en comprendre sa définition. Forcément. Donc un mot a un poids, et ce poids est sa définition. Et sa définition, si on va un peu plus loin, c'est son histoire. Comprenez-le bien. Donc si vous avez compris, vous êtes à la porte de l'origine. C'est-à-dire que un mot est égal à sa définition, et sa définition est égale à son histoire. Comprenez-le bien. Si vous avez compris ce raisonnement-là, nous pourrions attaquer tous les textes les plus anciens au monde et en comprendre la définition. Car si on comprend la définition ou l'histoire d'un mot, alors nous pourrions vérifier bien sûr toutes les traductions que nous font les savants, les historiens, etc., etc. Et vous allez me demander, oui, Inishi, c'est bien beau ce que tu nous vends, mais comment faire? Nous allons vous donner un petit aperçu. Et après, vous verrez que de chapitre en chapitre, on va commencer à hausser le niveau à chaque fois, ok? Donc, vous avez compris que veut dire le terme Égypte. Nous savons que le terme Égypte est un terme grec-latin. Nous savons que l'Égyptien n'était ni grec ni latin. Nous savons que l'Égypte est dans le continent africain. Qui dit continent africain dit continent de l'homme noir. Et donc, par rapport à notre chapitre 1, nous sommes tout simplement dans la continuité. Nous savons que pour les scientifiques et pour les historiens, l'Afrique est le commencement. Nous savons également que pour les non-croyants, bien entendu, la préhistoire est le commencement. Nous savons que pour les croyants, le commencement est Adam. Mais lorsqu'on parle d'Égypte, on est obligé de parler religieux. Car le terme Égypte est un terme qui est également dans la Bible et également dans le Coran. Donc faisons le raisonnement suivant. Au niveau 1, nous allons placer les hiéroglyphes. Qui dit hiéroglyphes dit simplement l'écriture égyptienne, donc eux-mêmes. Au niveau 2, nous allons placer l'hébreu. Qui dit l'hébreu dit tout simplement la Bible. Au niveau 3, nous allons placer l'arabe. Qui dit l'arabe dit tout simplement le Coran. Et au niveau 4, nous allons placer le grec, le latin, le français. L'un dans l'autre, c'est la même chose, car nous savons que le français est la petite fille du grec et du latin. Et comme par hasard, la Bible a été traduite en grec. Et notre fameux niveau 0, vous avez compris que le but de notre chaîne, c'est de toujours comprendre l'origine, bien sûr, et le niveau 0 sera tout simplement la conclusion, tout simplement, de cette vidéo. Car avec les 4 sources qu'on vous a citées, le terme Égypte apparaît, et logiquement avec 4 sources anciennes, dont leur signature, bien entendu, qui sont les hiéroglyphes, on devrait normalement, logiquement, conclure à 4000% de qui étaient les Égyptiens. Donc, sans plus tarder, bien sûr, allons étudier. Donc, la source, c'est, bien entendu, Wikipédia.
Début du XIIIe siècle, du latin Aegyptus, qui vient du nom en égyptien ancien de la ville de Memphis, en passant par le grec ancien. Ce mot n'est pas celui qui est utilisé actuellement par les Égyptiens ni par les Hébreux. En hébreu ainsi qu'en arabe, on utilise respectivement les termes qui se prononcent Misraïm et Misr, ce qui signifie les limites ou les fermetures, qui vient du fait que selon la mythologie abrahamique, les habitants de ce pays étaient descendants de Misraïm, fils de Couche, lui-même descendant de Cam. Donc, analysons déjà la première phrase. Donc, ils sont en train de nous dire que le terme Égypte est un terme grec-latin. Ça, nous le savions déjà. Et qui viendrait peut-être du XIIIe siècle par rapport aux hiéroglyphes, et ça reste un mystère. Donc là, nous avons déjà notre niveau 4, bien sûr, que nous apprenons pas grand-chose pour l'instant, car nous savons que le terme Égypte, c'est un terme grec, latin, français. Ce mot n'est pas celui qui est utilisé actuellement par les Égyptiens ni par les Hébreux. En hébreu ainsi qu'en arabe, on l'utilise respectivement les termes Misraïm, Misr, ce qui signifie les limites ou les fermetures. Donc là, il y a quelque chose qui interpelle un peu. Vous allez voir pourquoi. C'est que là, ils nous disent que les Égyptiens et les Hébreux, le terme Égypte se dirait Misraïm en hébreu et Misr en arabe, ce qui signifie les limites ou les fermetures. Et donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, c'est qu'on voit des guillemets dans la signification de Misraïm et de Misr. L'un dans l'autre, c'est la même chose, nous verrons plus tard lorsqu'on étudiera l'étymologie. Mais il y a quelque chose qui interpelle, c'est les guillemets. Là, vous voyez les limites ou les fermetures, ils mettent des guillemets, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas trop sûrs, tout simplement, de la signification profonde de Misraïm et de Misr. Donc, ça interpelle dans le sens où ils se disent hébreux à l'origine et arabes à l'origine, mais ils sont incapables de nous donner une signification exacte alors que soi-disant c'est leur langue. Donc là déjà, ça fait déjà réfléchir un peu à plus tard. Vous verrez pourquoi. Et ensuite, il y a une petite erreur ici. On voit ce pays était descendant de Misraïm, fils de Couche, lui-même descendant de Cam. Non, c'est que Cam a eu 4 enfants. Il a eu Misraïm, Couche, Pout et Canaan. Donc Couche et Misraïm sont frères. Donc là, la source, là, Wikipédia, des fois, de toute façon, même vous verrez souvent que Wikipédia, des fois, voilà. Et donc, Couche et Misraïm sont frères. Okay, donc, il n'y a pas de était descendant de Misraïm, fils de Couche. Non, c'est Misraïm et Couche sont frères. Donc ici, nous avons quasiment tous les niveaux, sauf les hiéroglyphes. Nous avons notre niveau 2, qui est l'hébreu, c'est-à-dire Misraïm. Nous avons notre niveau 3, le Coran, c'est-à-dire Misr. Et nous avons notre niveau 4, nous étions déjà au courant, de toute façon personne n'apprend rien pour le moment au niveau 4, c'est-à-dire le terme Égypte. Donc, comment dit-on le terme Égypte en hiéroglyphe, c'est-à-dire dans l'écriture égyptienne? Donc, l'Égypte, comme vous pouvez le voir, se dit Kemet, Koumi, Kami, Kam, peu importe. Donc lisons, les Égyptiens de l'Antiquité donnaient parfois à leur pays le nom de Kemet ou Kémi. KM, plus loin T en translittération. Les égyptologues traduisent généralement ce mot par la terre noire en référence à la bande de terre rendue fertile par le limon noir déposé par la crue annuelle du Nil, artère vitale de la civilisation de l'Égypte antique. Ensuite, ils parlent des afrocentristes, qui les afrocentristes parlent en fait que le mot terre noire n'est pas terre noire par rapport au limon noir du Nil, mais par rapport aux habitants qui étaient tout simplement noirs. Donc en fait, ils sont en train de dire que la définition des égyptologues est fausse, et donc il faudrait dire en fait le pays en fait de l'homme noir. Donc nous allons voir qui a raison entre les deux. Et ensuite, regardez bien, il existe d'autres mots également en kémet, mais qui se prononceraient sûrement d'une autre façon que le nom du pays Égypte. En effet, les voyelles étant omises en écriture hiéroglyphique. Nous répétons. En effet, les voyelles étant omises en écriture hiéroglyphique, on les remplace conventionnellement par des E, créant ainsi des homonymes artificiels.
comprenez bien ce qui est marqué. Lisez bien ce qui est marqué. Comprenez, étudions. En effet, les voyelles étant omises en écriture hiéroglyphique, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils sont en train de nous dire que en hiéroglyphe, il n'y a pas de voyelles. Et ils disent en gros que l'écriture hiéroglyphique est une écriture basée sur des consonnes. C'est ce qu'on appelle l'écriture consonantique. Une écriture basée sur des consonnes. Donc c'est pour ça que lorsque vous voyez les hiéroglyphes, vous voyez toujours des consonnes. Donc là, on voit KM, plus loin T. Nous allons voir pourquoi il y a un plus loin T. Donc en fait, le terme qu'il faut retenir, c'est le KM ou le KMT. Car ce qu'il faut comprendre en hiéroglyphes, l'égyptologue, vous allez voir lorsqu'on va étudier les hiéroglyphes, c'est que les égyptologues disent que dans une traduction d'un hiéroglyphe, c'est qu'il y a toujours entre guillemets un hiéroglyphe qui est en trop, entre guillemets pas en trop, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est qu'il est juste là pour rajouter, entre guillemets, une marque, en tout cas, la marque en règle générale du féminin. Donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté le T. En fait, ils parlent tout simplement du pain. Le pain se dirait T pour l'égyptologie. Mais le terme qu'il faut retenir, c'est le KM. Okay, donc le KM, c'est une construction entre guillemets qui est solide, et le T vient rajouter derrière, pour dire que c'est du féminin. Donc en fait, KM ou KMT, c'est pour ça qu'ils mettent Kemet ou Kemi. L'un dans l'autre, c'est pareil. Et même si on va un peu plus loin, lorsque je dis en français je dis, donc je dis c'est D-I-S, le S à la fin n'est pas prononcé. Okay, donc même si je mets un S, en aucun cas, ça vient changer le sens de ma phrase. Quand je dis il dit, c'est pareil. Et quand je dis par exemple je tends, c'est pareil. Donc à la fin d'un mot, le T, le S et le D n'est pas prononcé en français. Et donc là exactement, c'est pareil. En hiéroglyphe, ce fameux KM ou KMT, peu importe, qu'on dit KM ou KMT, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Donc, comprenez bien, les hiéroglyphes, l'écriture la plus ancienne au monde, est basée sur ce qu'on appelle l'écriture consonantique, donc c'est l'écriture des consonnes. Donc c'est KM ou KMT, l'un dans l'autre, c'est la même chose. On va aller encore plus loin, car nous allons voir que même en hébreu et même en arabe, je ne sais pas si vous savez, mais en hébreu et en arabe, il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet. Bien entendu. Et regardez, bien sûr, si on va dans la définition de l'alphabet consonantique, un alphabet consonantique, aussi appelé abjad, est un alphabet dont les graphèmes sont des consonnes. Les voyelles dans un alphabet consonantique sont implicitement dictées par la phonologie. Le lecteur doit connaître la langue pour en établir toutes les voyelles. Les alphabets consonantiques modernes, comme l'alphabet hébraïque arabe ou syriaque, vous voyez bien ce qui est marqué, hébraïque, arabe ou syriaque, descendent tous de l'alphabet phénicien ou araméen, eux-mêmes des descendants de l'alphabet proto-sinaïtique. Qu'est-ce que l'alphabet proto-sinaïtique? L'alphabet proto-sinaïtique, également appelé alphabet proto-cananéen, est l'un des plus anciens alphabets connus. Il est par dérivation et modification successive à l'origine de la plupart des alphabets utilisés aujourd'hui par les langues indo-européennes. Et là, si on va un peu plus loin, il est hypothétiquement dérivé des hiéroglyphes égyptiens. Lisez bien, il est hypothétiquement dérivé des hiéroglyphes égyptiens. Qu'est-ce que ça signifie? L'alphabet proto-sinaïtique est égal à l'alphabet hiéroglyphique égyptien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les langues sont basées sur la racine consonantique, c'est-à-dire les hiéroglyphes égyptiens, ce qui signifie la langue la plus ancienne au monde dérive tout simplement des hiéroglyphes. Et donc, encore une autre preuve,
l'absence de notation des voyelles. En hébreu, comme dans d'autres langues sémitiques, telles que l'araméen ou l'arabe, les voyelles existent, mais ne sont en général pas notées dans les textes écrits. On les rencontre dans les livres pour enfants ou les journaux pour débutants, ou encore dans les livres de préparation à la lecture du texte liturgique. En fait, à l'origine, les voyelles étant totalement absentes, l'écriture hébraïque ne notait que les consonnes, et c'est le lecteur qui, par connaissance et reconnaissance des mots, des expressions, ajoutait la vocalisation adéquate, etc., etc. Donc, la Torah, la Bible, le Coran, à l'origine, il n'y avait pas de voyelles. Donc, ce sont les racines consonantiques qui sont les plus importantes. Comprenez bien, c'est-à-dire que si nous découvrons qui est à l'origine de cette fameuse écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'Égyptien, si nous découvrons qui sont les Égyptiens, alors nous pourrons élucider tous les mystères de ce monde. Car vous savez très bien que dans les mots arabes, en tout cas pour les savants arabes, il y a des mots qui sont d'origine inconnue. En hébreu, pareil. En grec, pareil. En français, pareil. Peu importe la langue. Origine inconnue, origine étrangère, origine égyptienne. Donc si nous découvrons qui sont les Égyptiens, nous pourrions traduire tous les mots les plus compliqués au monde. Les fameux termes ramadan, les fameux termes France, les fameux termes Antilles. Bon, peu importe les mots que vous m'apporterez, si nous découvrons qui sont les Égyptiens, on peut élucider tout simplement tous les mystères de ce monde. Bien entendu, il y a toujours des personnes qui sont dubitatifs pour ce que l'on dit. Et donc, je vous laisse une petite vidéo du Coran de Othman pour vous dire simplement qu'en arabe, dans l'alphabet, de toute façon, pour les Arabes d'aujourd'hui, ils savent ce que je dis est vrai. Mais bon, il y a toujours des personnes qui sont un peu dubitatives, bien entendu, comme d'habitude. Donc nous allons vous laisser une vidéo sur le Coran de Othman. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas. Les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose. C'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint Coran? Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? 1087 feuillets. Ah. Franchement, la conservation est superbe. Il a plus de 1400 ans, c'est vraiment très très ancien. Si vieux et malgré cela, gloire à Dieu, on dirait qu'il a été écrit il y a à peine 100 ans. Dieu est grand. C'est merveilleux. On dit qu'il y a des taches de sang dans ce Coran. Je ne sais pas à quelle page elles se trouvent. Pourtant, elles existent bel et bien, mais j'ignore où. Est-ce que ça pourrait être ça, les marques de sang?
Elles existent bien, mais elles sont effacées. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas visibles? Non, pas très visibles. D'autres Corans, aussi volumineux et tachés de sang, sont répertoriés dans... Donc, si vous avez compris, ce sont les racines consonantiques dans un mot qui est le plus important. Donc, prenons l'exemple suivant. Prenons la racine MN et qu'on rajoute les voyelles. Ça donnerait Imen, Amon, Amen, Amin, Imona, etc. etc. Il faut savoir que Imen, c'est un prénom soi-disant arabe, mais il faut savoir que Imen et Amon est une divinité égyptienne. Amen, vous connaissez, chrétien, Amin, entre guillemets, arabe. Mais quand vous dites ces quatre mots-là, vous dites en réalité la même chose. Donc ceux qui aiment bien écarter l'Égypte tout simplement des histoires, il faut savoir que l'écriture égyptienne est la mère de toutes les langues. Donc en fait quand vous dites Amen Amin, vous dites Imen Amon. Donc vous parlez de la signification de la divinité égyptienne. Comprenez-le très bien. Donc c'est un petit cours tout simplement d'étymologie, rapide mais efficace. Poursuivons tout simplement notre étude. Donc nous allons parler tout simplement du terme Kemet par rapport, ou du terme KMT-KM par rapport aux hiéroglyphes. Nous allons voir si de l'égyptologie ou de l'afrocentriste qui a raison. Donc ici, vous avez les définitions. Vous avez le bout de peau. Ici, morceau de peau crocodile avec ses écailles ou morceau de charbon brûlant. Donc là, directement, on a compris d'où vient le terme noir. Ça vient de ce terme morceau de charbon brûlant. Du charbon, bien sûr, c'est noir, et quelque chose qui est brûlant, c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui devient noir. Donc, morceau de charbon brûlant, déjà, on sait que ça veut dire noir. Nous avons une chouette qui nous regarde, nous avons le pain, et nous avons le plan d'une ville. Ok, donc nous allons voir si avec ça, on peut traduire ce hiéroglyphe-là en étant, entre guillemets, débutant. Donc ici, dans ce premier hiéroglyphe ici, on prend l'égyptologie, il nous parle de la terre noire par rapport au limon noir fertile du Nil. Donc ici, nous ne voyons pas de Nil, nous ne voyons aussi pas de limon. Donc là, on se dit peut-être la terre noire, ils l'ont traduit par le pain. C'est que le pain a une forme de terre, de bout de terre peut-être. Le pain aussi représente, on va vous dire un peu plus de définition sur le pain, ça représente aussi la femme qui est enceinte. Ça représente aussi le partage, un petit clin d'œil bien sûr aux biblistes et aux croyants. Donc le partage, le centre, le milieu, et ça représente aussi la naissance. Et la femme qui est enceinte, oui, je l'avais déjà dit. Donc ok, voilà. Donc voilà la définition un peu plus complète du pain. Et donc ici, on ne comprend pas trop le limon noir du Nil, on ne voit pas. La terre noire, on se dit peut-être qu'ils ont traduit ça, le pain, par un bout de terre, ce bout de terre ici, qui est noir. Mais après ici, le problème c'est qu'on a l'oiseau, et ici on a un chemin. On n'arrive pas bien à comprendre comment ils ont réussi à déterminer ces fameux terre noire par rapport au limon noir du Nil. Ça, ce hiéroglyphe là, ça reste quand même un mystère en étant débutant, bien sûr. Pour les afrocentristes, c'est un peu pareil. On regarde ce hiéroglyphe là, donc on peut se dire que peut-être l'oiseau il est noir, peut-être le chemin il est noir, et peut-être que le pain, le bout de terre, il est noir, on ne comprend pas trop. Donc on peut se dire que l'oiseau qui habite le croisement de chemin et qui habite aussi la terre, les personnes sont noires. Mais là on ne comprend pas trop bien, on n'arrive pas bien à saisir pourquoi ou comment ont-ils fait pour dire que ce sont des personnes qui étaient noires, ou l'Afrique noire, on ne comprend pas trop. Donc l'égyptologie comme les afrocentristes ici, sous ce hiéroglyphe là, on a du mal à saisir. Par contre, sous ce deuxième hiéroglyphe là, c'est très intéressant pour un débutant. Très intéressant ici, car ici nous avons un homme et là nous avons une femme. Nous avons 3 bâtons. Ici pour l'égyptologie, donc là la terre noire, donc là ça reste encore un peu un mystère, ou peut-être ici nous sont traduits par le noir ici, le bout de terre ici, donc ils disent la terre noire, mais le problème c'est l'homme et la femme. Donc peut-être qu'ils se sont dit l'homme et la femme appartiennent à la terre ici qui est noir, avec 3 personnes, donc on va dire que ce sont des personnes qui sont nombreuses, qui habitent la terre noire. Mais là c'est un peu bizarre, on n'arrive pas à comprendre toujours ce fameux terme terre noire ici par rapport à ce hiéroglyphe là, et aussi bien entendu par rapport au limon noir du Nil qui est toujours absent.
Donc la définition de l'égyptologie commence à être un peu bizarre, la terre noire, bizarre. Par rapport à ce hiéroglyphe-là, on commence à se poser des questions sur la définition de l'égyptologie. Par contre, la définition de l'afrocentriste, ici, ce hiéroglyphe-là, est très intéressante. Car ici, comme je vous ai dit, le pain représente la naissance, représente la femme enceinte, représente le milieu, représente le partage. Représente aussi un bout de terre. Là, on peut traduire ça par l'homme et la femme sont de couleur noire. Okay, l'homme et la femme sont de couleur noire. Et ici le fait qu'il y ait 3 bâtons, on peut se dire que homme, femme est égal à un enfant. Ok, donc on peut se dire ici, plus aussi la naissance ici, ou le bout de terre ici. Donc on peut dire l'homme et la femme sont de couleur noire et qu'ils se reproduisent, entre guillemets. Donc en fait ici, dans ce hiéroglyphe-là, la définition de l'afrocentrisme est très intéressante car la définition de l'afrocentrisme fonctionne ici, sur ce hiéroglyphe-là, sans pour autant être super fort en hiéroglyphe. Ok, donc, en regardant ce hiéroglyphe-là, on a l'impression que la version de l'afrocentriste fonctionne avec ce hiéroglyphe en question. Donc, on va dire que dans ces 2 hiéroglyphes-là, l'afrocentriste, en n'étant pas égyptologue, en regardant ces 2 hiéroglyphes-là, la version des afrocentristes nous paraît un peu plus correcte que la version de l'égyptologie. Et donc là, nous allons bien sûr arrêter tout simplement le suspense et nous allons voir une autre source. Comme je l'ai dit, on va dire que nous sommes débutants en hiéroglyphes. On se dit peut-être que l'afrocentriste a gagné, entre guillemets, ce combat sur les hiéroglyphes en regardant les 2 en question, mais on n'est pas encore sûr, bien sûr, de ce raisonnement. Donc on va aller plus loin et donc on va regarder tout simplement la Bible, car ce terme KM, KMT est également biblique. Donc maintenant, observons notre deuxième source. Première source, nous disons que c'est les afrocentristes qui ont raison. Mais observons maintenant cette deuxième source. Cette deuxième source est la Bible. Et oui, les afrocentristes, et oui, ceux qui sont appelés aussi les kémites, et oui, la Bible vous apporte la réponse directe à la traduction de l'égyptologie. Ce terme KM est également dans la Bible, et il y a un personnage qui porte aussi ce nom, bien sûr, le personnage qu'on a vu en début de vidéo, c'est-à-dire Cam. Que veut dire Cam? Donc, que veut dire KM? CHM ou KM. Lorsqu'on dit Christian, c'est comme s'il y avait un K. Donc, CHM, on peut dire Cham ou Cam, l'un dans l'autre, c'est absolument la même chose. Donc, que veut dire ce terme dans la Bible? Regardez. Donc, Cam veut dire tout simplement l'homme noir, comme vous pouvez le voir. Et nous allons encore aller plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin, bien sûr. Regardez. Kama, Afrique. Donc, ils mettent, regardez, Kama, entre parenthèses, Afrique. Kama est l'appellation la plus ancienne concernant les territoires communément appelés Afrique. Les habitants de Kama sont des Kamites. En araméen, Kama et en hébreu Kam signifiant brûler, chaleur, noirci. Caractéristique principale de ce continent, car selon Hérodote, la chaleur y rend les hommes noirs. La racine du mot Kama est omniprésente chez bon nombre de peuples d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Kama, en copte, Ikama, noirci en Mboshi, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Kami, signifiant brûler noir en Bambara, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc., etc. Kem signifie brûler en Wolof, Kim signifiant brûler en Mossi, Burkina Faso, Niger, etc., etc. Donc là, ils sont en train de dire, entre guillemets, en fait, c'est toute l'Afrique. Le terme KM veut dire tout simplement être noir. Observez bien. Donc, la Bible nous apporte tout simplement une preuve que la traduction de l'égyptologie est fausse. Et ce sont les afrocentristes qui ont raison de dire que ce terme KM veut dire tout simplement être noir. Donc, les Égyptiens se définissaient comme étant noirs. Et quand on dit noir, on dit tout simplement être africain. Entre guillemets, quand je dis être africain, je parle bien sûr d'aujourd'hui. Donc, être africain, entre guillemets, c'est être tout simplement noir. Donc, les Égyptiens se définissaient comme étant de couleur
noir. Et si vous avez bien observé, regardez ce qui est marqué. En araméen, kama, et en hébreu, kam, signifiant brûler, chaleur, noircie. En araméen et en hébreu. Comment ça se fait que en araméen et en hébreu, on retrouve bien sûr la définition, tout simplement, des peuples africains. Car nous avons vu, après, par la suite, ils disent que KM veut dire, dans tous les peuples africains, ça veut dire noir. Comment ça se fait que l'écriture hébraïque, et soi-disant aussi l'écriture araméenne, est égale également à l'écriture africaine? C'est tout simplement très simple. Les Hébreux étaient tout simplement noirs. Et oui, vous apprenez quelque chose, bien entendu, c'est ce qu'on vous cache, et on va vous expliquer, bien entendu, pourquoi. Donc, pourquoi l'égyptologie n'avoue jamais? L'égyptologie ne peut pas avouer, car tout simplement, ça déstabiliserait la communauté, entre guillemets, juive, et la communauté aussi hébraïque, qui se croient qu'ils sont, bien sûr, à l'origine, en tout cas, ils sont le peuple qui est tout simplement cité dans la Bible. Et donc, les égyptologues évitent bien sûr de faire un drama là-dessus, car bien sûr, ça voudrait dire qu'on leur a menti, ou ils ont fait exprès de mentir, et tout simplement de rabaisser tout simplement l'homme noir. Il faut aussi rappeler aussi cette fameuse histoire de Moïse. Bien sûr, nous allons résumer, c'est une histoire qui est biblique. Il faut savoir que le pharaon de cette époque-là a ordonné de tuer tous les garçons hébreux, et donc la famille de Moïse l'a abandonné à la rivière, et à la rivière, bien sûr, les Égyptiens l'ont retrouvé. Donc il faut savoir que si les Égyptiens sont de couleur rouge, quand on nous dit couleur rouge, nous parlons des Caucasiens, car il faut savoir que, vous allez voir que, vu que les Égyptiens sont de couleur noire, tout ce qui est en dehors de leur couleur de peau, ils vont l'appeler entre guillemets, en tout cas tout ce qui est étranger, vous allez voir que c'est de couleur rouge ou de couleur pâle. C'est pour ça que dans la langue africaine, la couleur rouge est égale aussi au terme pâle. Bref, continuons. Donc si les Égyptiens sont de couleur rouge, donc automatiquement, Moïse est également rouge, c'est-à-dire aussi les Hébreux. Okay? Car si Moïse était de couleur noire, par exemple, alors ils auraient entre guillemets grillé que Moïse est hébreu. Et donc c'est pour ça que dans les films, vous voyez que le peuple égyptien et le peuple hébreu sont de la même couleur de peau. Or, nous avons vu que les Égyptiens étaient KM, donc hiéroglyphiquement, bibliquement, et dans les langues hébraïques, dans les langues africaines, tout veut dire noir, donc les Égyptiens étaient noirs, et donc automatiquement, les Hébreux sont noirs. On va encore pousser les choses. Cam a eu 4 enfants, et le Misraïm, Pout, Couche et Canaan. Nous savons que Misraïm, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire les Égyptiens. On a vu que Cam veut dire homme noir, donc forcément, ceux qui habitent au pays de Misraïm sont tout simplement noirs. Pout, qui représenterait l'Afrique du Nord, forcément, son frère noir, forcément lui-même, est noir. Couche, qui représente bien sûr l'Éthiopie, même si ce n'est pas l'Éthiopie à l'heure actuelle, forcément, vous connaissez vous connaissez les Éthiopiens, ils sont noirs, donc forcément. Okay. Et nous avons aussi Canaan qui est simplement le frère de tous les frères, entre guillemets. Ses frangins sont noirs, lui-même est noir et qui représenterait la terre d'Israël. Donc c'est logique, père noir, enfant noir, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez rien faire. Et il y a toujours des gens qui vont être un peu pessimistes, parlant de la mer. La mer n'est pas mentionnée dans la Bible, donc forcément si la mer n'est pas mentionnée dans la Bible, elle a forcément la même origine que Cam. Et vous avez bien sûr, de toute façon, vous avez toutes les preuves possibles avec Couche qui est à l'intérieur. De toute façon, tout est bloqué, tout est scellé. Et on va encore continuer, bien sûr, avec cette fameuse malédiction de Cam, ou la malédiction de Canaan. On va vous résumer un peu l'histoire. C'est que Cam a vu son père nu, mais au lieu de le couvrir, il ne l'a pas couvert. Il a préféré appeler ses frangins Sem et Japheth. Sem et Japheth sont arrivés et ont couvert leur père sans le regarder. Et Noé, lorsque bien sûr Noé s'est réveillé, il a maudit Canaan au lieu de maudire son fils Cam. Nous verrons pourquoi il a fait cela beaucoup plus tard dans la vidéo. C'est très intéressant, vous verrez. Et donc, on dit que beaucoup de personnes disent que en fait cette fameuse malédiction de
Canaan, malédiction de Cam, s'applique tout simplement sur le peuple noir. Quand on dit peuple noir, on parle aussi des Indiens, aussi noirs, Afrique, noirs aussi, simplement d'Inde, bien entendu. Et ils disent qu'en fait, c'est une population qui est maudite. C'est pour ça que les afrocentristes et les kémites réfutent simplement tout ce qui est religieux et disent que ça vient simplement de l'homme rouge. Ok, nous verrons tout simplement qu'ils ont, de toute façon, nous avons vu dans les vidéos qu'ils ont complètement tort. Ok. Et on continue pour l'épreuve. Il faut savoir que Noé, comme on a dit, a eu 3 enfants. Il a eu Sem, Japheth et Cam. Nous avons résolu bien sûr le mystère de Cam par les hiéroglyphes et par la Bible que KM veut dire l'homme noir. Donc quelle est la couleur de peau de ses frangins? Quelle est la couleur de peau de Noé? Quelle est la couleur de peau de ses ancêtres, etc., etc. On peut remonter très loin. Je sais que certaines personnes vont rigoler, bien sûr, mais c'est un exercice on vous donne cet exercice, c'est un exercice bien sûr sérieux, car il y a des réponses, il faut bien réfléchir bien sûr à ce qu'on vous a dit, bien sûr. Ça vient bien sûr du continent noir, c'est pour ça que je mets une petite phrase. Que peut donner bien sûr l'homme noir comme couleur de peau? Bien sûr, c'est un exercice très sérieux, même si je sais très bien que ça va faire rigoler pas mal de personnes, parce que c'est logique, mais vous allez voir que la logique que vous pensez, bien entendu, peut être tout simplement erronée. On vous aidera de toute façon dans mes prochaines vidéos. Donc nous avons trouvé tout simplement tous les niveaux. Donc en début de vidéo, bien entendu, nous avons dit que le niveau 0, il y avait tout simplement un point d'interrogation. Donc nous avons trouvé notre niveau 1 qui était les hiéroglyphes, on a trouvé. Le niveau 2 et le niveau 3, c'est-à-dire Misraïm et Misr, hébreu et arabe. Nous savons que Misraïm est représenté comme, à l'heure actuelle, ils disent par rapport au pays de l'Égypte. Nous savons que Misraïm est le fils de Cam, ses frangins sont noirs, donc Misraïm est égal noir. Donc nous savons aussi que le terme du niveau 4, c'est-à-dire le terme grec, latin, Égypte, est égal au terme hiéroglyphe Kemet, c'est-à-dire l'homme noir, donc Misraïm veut dire noir. Mais la signification, en tout cas, ceux qui habitent dans le pays de Misraïm étaient noirs, pardon, voilà c'est ça qu'il faut bien dire. Et nous allons voir également, beaucoup plus tard dans mes vidéos, lorsqu'on étudiera ce fameux terme Misraïm ou Misr, vous allez voir que l'un dans l'autre c'est la même chose. Nous allons voir ce terme exact, qu'est-ce qui signifie, ok? Ça, ce sera beaucoup plus tard dans mes vidéos. Donc si on fait un algorithme, entre guillemets, si on fait un graphique, nous avons trouvé notre conclusion et nous avons trouvé tous les niveaux, c'est-à-dire le fameux niveau 0, c'est-à-dire l'origine. Et donc, si on pouvait résumer tout cela, si on faisait un petit graphe, on faisait un petit résumé des langues, entre guillemets, ok? Un tout petit résumé des langues. Notre niveau 0, ce sont les langues africaines. Niveau 1, hiéroglyphes. Niveau 2, proto-sinaïtique, proto-canadien, phénicien, araméen, hébreu, nabatien, brahmi, arabe, grec, étrusque, gothique, français, anglais, japonais. Bref, peu importe, tout simplement la langue. Ok, donc la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La conclusion, c'est que l'Égypte antique est égale tout simplement à l'homme noir, c'est-à-dire au continent noir. C'est-à-dire que ceux qui ne croient pas, par exemple, à la préhistoire, ceux qui n'y croient pas trop, qui disent que c'est bien sûr tout ce qui est scientifique, l'Égypte antique, entre guillemets, où là, on parle, entre guillemets, des hommes, bien sûr, des personnes qui parlent, des personnes qui écrivent, bien sûr. Donc là, on parle surtout, entre guillemets, on parle souvent de religion, ok. Ça commence simplement au continent noir, au pays des hommes noirs, l'origine est encore noire. Donc, l'écriture est égale à la science, c'est-à-dire le commencement est égal tout simplement au continent noir, aux hommes noirs. Ok? Donc, la prochaine vidéo, bien entendu, donc là, c'était tout simplement, nous avons étudié un tout petit peu les hiéroglyphes, on n'est pas allé en profondeur, là, on a dit que nous étions débutants, bien sûr. Il y a toujours des personnes qui sont pessimistes, bien entendu, malgré les preuves nombreuses qu'on vous a données, des preuves qui sont bien sûr indestructibles, bien sûr, mais on va vous apporter encore plus de preuves, car là, ce ne sera pas Enishi Ezayala qui a parlé, là, ce sont les historiens de l'histoire, c'est-à-dire les personnes les plus anciennes, entre guillemets, on monte dans l'histoire, entre guillemets, bien sûr, qui ont vu et qui ont peut-être aperçu des choses, Hérodote, Tacite, Diodore de Sicile,
peu importe, vous allez voir tout simplement, on va vous donner ces preuves-là, et tout simplement pour boucler la boucle, comme ça, tout le monde sera content. Merci pour cette attention, je vous dis à la prochaine, c'était Enishi et Zalela. Allez, ciao. The lines, all the waves, ribbons of energy locked to the poles in eons past, ages to come. All those lines flip where they're from. All those lines flip where